Chers amis, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour notre troisième session de coaching. De quoi s'agit-il? Je t'aime beaucoup, passionnément, à la folie. Les secrets d'un amour authentique. Nous allons ensemble comprendre que d'abord, tous nous sommes des êtres imparfaits, que tous nous nous attachons de manière maladroite, nous entretenons une dépendance affective devant l'être cher, devant cet être que nous allons idéaliser. Nous comprendrons quels sont les antidotes pour permettre à cette relation de s'épanouir, d'être stimulante, d'être joyeuse, enthousiaste. Et sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle session de coaching numéro 3 qui va aborder un sujet que nous apprécions tous et qui nous anime tous, qui est le sujet concernant l'amour. Je t'aime beaucoup, passionnément, à l'infini, les secrets d'un amour authentique. Mais tout d'abord, nous allons faire un petit tour sur la session numéro 1 qui avait pour intitulé Notre pouvoir est infini. Et ce pouvoir que nous avons tous, nous pouvons l'activer et c'est celui-là dont on parlera de manière très régulière parce que c'est celui-là qui va nous permettre de réaliser tous nos rêves. Tout d'abord, nous possédons tous 3 potentiels illimités pour vivre pleinement heureux et le premier, le pouvoir de déployer le meilleur de nous, d'activer nos pépites, la générosité, la bienveillance, la patience et d'enlever les impuretés, tout ce négatif qui nous pollue et nous génère de la souffrance. Le deuxième aspect de ce potentiel infini, c'est la capacité de nous réinventer, de nous renouveler, de nous adapter et puiser dans nos ressources inaltérables pour évoluer et se réaliser. Nous avons tous naturellement le don d'illuminer la vie des autres, d'aider, de soutenir. Et on le voit combien notre cœur s'ouvre lorsqu'on apporte notre petite contribution et que l'on voit chez cet autre un sourire, un soulagement. Et par conséquent, nous entrons dans une grande satisfaction. On le voit, ce cœur qui s'ouvre. Ces capacités innées que nous devons déployer réveillent la confiance et l'estime de soi, mais aussi l'audace, la vitalité, l'enthousiasme, la joie et l'envie de se dépasser. Ce potentiel est activé malheureusement, bien souvent, de manière sporadique. Les actes sont isolés et de plus, on a tendance à les banaliser. Et pourtant, c'est ce qui nous remplit, c'est ce qui nous apporte cette satisfaction d'être, d'exister. Et nous avions vu aussi que, arrivé sur cette planète, ce potentiel inaltérable est étouffé par l'ego. Et lorsque celui-ci prend les commandes de notre vie, notre pouvoir s'affaiblit. Étouffé par toute une gamme d'états mentaux sombres, nous avons tout un travail à réaliser et je pense que c'est un travail de toute une vie de trouver cet équilibre émotionnel qui va nous permettre de vivre heureux durablement. À tout moment, et je dis bien à tout moment et quelles que soient les circonstances, nous pouvons activer ce potentiel de changement illimité. Il n'y a pas d'âge. Cet individu que j'ai représenté comme un petit monstre sympathique est le seul responsable à la souffrance, l'ego. L'indésirable dans la série noire de notre vie et rien d'autre. Il n'y a que lui qui nous génère de la souffrance. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas notre partenaire, ce n'est pas la famille, c'est le rapport que l'on entretient avec la personne, avec la famille, avec le voisin, avec notre supérieur hiérarchique. Et tout va être
en relation, en rapport avec cet ego qui va interpréter. Nous lui attribuons une compétence qui n'est pas la sienne, interagir. Chargé de préserver l'espèce, il garde en mémoire tout, et notamment le pire au cas où. Sauf que ce au cas où n'arrivera jamais dans les mêmes circonstances. Et ce mental s'encombre de souvenirs bien souvent inutiles que nous ne réactualisons pas. Est-ce que c'est si important que ça? La blessure qu'a pu me faire ma copine quand j'étais en CM2, je ne le crois pas. Est-ce que ce premier amour qui m'a abandonnée, lâchement, et que j'en ai tellement, tellement souffert pendant une année, ce qu'aujourd'hui, telle que je suis devenue, c'est quelque chose que je dois garder en mémoire comme un souvenir négatif. Je ne le crois pas. Rien n'est permanent, bien au contraire, hein, tout tend à évoluer. Quand bien même nous décidions de ne rien faire, hein, les situations changent. Notre corps en est témoin. Un autre aspect que nous avions vu, très important dans notre exercice de la première session, c'est éloigne-toi de tout ce qui pique. Si tu n'es pas vacciné contre certains virus, si tu as certaines allergies avec des personnes, un contexte professionnel, une activité, une situation, éloigne-toi jusqu'à ce que tu puisses développer suffisamment d'anticorps, te familiariser avec ces peurs qui sont en toi et percevoir cette épreuve comme bénéfique à ton développement personnel. Et oui, bénéfique à ton développement personnel. Parce que chaque situation, chaque incident, chaque rencontre nous donne la possibilité de devenir meilleur. La session numéro 2, voici notre ego. Et la question était, est-ce que c'est notre pire ennemi ou est-ce que c'est notre ami? Je pense que lorsqu'il garde sa fonction, lorsqu'il occupe uniquement, il développe uniquement ses compétences, c'est un ami. Il peut devenir notre pire ennemi à vouloir nous préserver, à user d'une fonction qu'il n'a pas à occuper. Le mental et le cœur représentant notre essence, hein. Ils sont purs tous les 2. Alignés, ils vont nous apporter la joie, la paix, la confiance, l'enthousiasme, l'audace, la générosité et les miracles se produisent. Et là aussi, nous avons tendance à les oublier. Depuis que nous sommes nés, des miracles se produisent dans notre vie. Mais malheureusement, nous les banalisons et nous nous arrêtons bien souvent sur des petits détails qui vont nous empoisonner. Le cœur, nous l'avions vu, il n'est pas conditionné. Le cœur n'a pas de mémoire. Il est autonome et il a un champ magnétique, hein, une vibration 5000 fois supérieure au cerveau. Nous avons tendance à croire que celui qui nous guide, celui qui agit, c'est le mental. Bien sûr, si nous lui laissons les commandes, nous allons petitement vivre. Si nous laissons les commandes à notre cœur, celui-ci va nous permettre d'être librement heureux. Et donc notre mental, dans son essence est pure, et sa fonction, son unique fonction, c'est de nous préserver, de réagir face au danger, d'enregistrer des compétences, des connaissances, un savoir, pour essayer de nous permettre de nous ajuster, de nous adapter, de réagir de la manière la plus juste face à une situation. Mais étant donné qu'il est confronté à une multitude d'informations dans son quotidien, il va devoir résumer, il va devoir, c'est ce que j'appelle l'avatar, il va devoir considérer chaque situation selon ce qu'il considère, lui, le plus important. Et malheureusement, cet avatar, ce résumé d'une situation ou d'une personne va réduire avec des aspects qui ne sont pas la personne telle qu'elle, la situation telle qu'elle, puisqu'on avait vu que l'incident est toujours neutre, mais coloré
de notre tempérament, coloré de notre expérience, coloré de notre génétique. Et ce que l'on a pu aussi, voir lors de la session numéro 2, c'est que le temps pour, le mental, pour l'ego est très important. Il aimerait le contrôler, il aimerait conserver les situations et qu'elles ne bougent surtout pas. Sauf que le temps chronologique, lui, on ne peut pas l'arrêter. Et autre aspect de sa fonction, c'est de s'attacher. Son instinct de conservation l'oblige à s'attacher. D'où là le drame de nos futures relations. Donc, un mental programmé, et cette programmation va nous amener à de la souffrance, parce que nous sommes pollués par des états mentaux toxiques, qui nous ont été livrés dès la naissance. Ce mental contaminé va nous va nous amener à cultiver, selon notre héritage biologique, selon notre tempérament, des croyances. On va retenir certaines croyances et en lâcher d'autres. On va cultiver certaines émotions et en oublier d'autres. Et tout ceci va rester gravé dans notre mémoire cellulaire. Tout notre corps, tout notre mental est chargé de nous préserver. Donc, la moindre cellule va réagir, quelle que soit la situation qui se présente à nous, sous la coupe de l'émotion qui va se réactiver, qui va réveiller une expérience, une mémoire. Et de là, des conduites, et de là, des réactions. Et si nous avons eu dans notre mémoire cellulaire des souvenirs de situations anxiogènes, et nous l'avons vu aussi qu'entre notre naissance et les 7 ans, nous sommes dans un pseudo, état hypnotique, où l'on a tendance, comme l'éponge, à absorber tout ce qui tourne autour de nous, et tout ce que l'on va dire de nous, on va ça va nous permettre, de créer l'image, que l'on a de nous, l'image que l'on a de nous-mêmes, et selon l'environnement, nous allons développer des peurs plus ou moins grandes. Et si, de plus, l'éducation va dans le sens de la lutte, de l'effort, de l'efficacité, de l'obéissance, de la soumission, l'éveil de notre pure essence, la liberté de notre nature va être étouffée. Et nous allons priver cet enfant curieux de découvrir la vie, d'expérimenter de nouvelles, situations. Nous allons lui demander de se taire, d'ensevelir un maximum, d'enregistrer un maximum de connaissances, parce que nous sommes dans un futur. Nous n'arrivons pas à privilégier les moments que l'on passe avec notre enfant parce que nous sommes soucieux de son futur. Et tout ceci va créer la confusion au niveau de la relation, la confusion de ce que représente l'amour. Nous sommes tous programmés à penser que qui dit amour dit plaisir, alors que l'amour n'a rien à voir avec le plaisir. Nous avions vu aussi la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, et là je vous invite à regarder avec de plus en plus de détails dans le livre, ou alors de revoir la session numéro 2, parce que si l'un des besoins n'est pas rempli, surtout dans les premiers besoins, comme le besoin de sécurité, le besoin de se sentir protégé, nous allons avoir du mal à ouvrir notre cœur, à aimer, à être compatissant, bienveillant. Nous allons avoir cette tendance fâcheuse à chercher quelqu'un qui puisse nous protéger. De là, les relations qui vont se compliquer, de là les relations toxiques, parce que nous allons demander à notre partenaire quelque chose qu'il n'a pas à réaliser, qu'il n'a pas à accomplir. Ce n'est pas sa fonction. Et tout ceci
toute cette programmation inconsciente dans laquelle nous sommes, nous va constituer notre vie et si nous nous en rendons pas compte, nous fonctionnons pour la plupart d'entre nous à 90 en pilote automatique avec ces fonctionnements inconscients que nous ne remettons quasiment pas en question, sauf lorsque survient une épreuve. Alors que le secret, il est en nous. Si nous pouvions uniquement activer ce cœur, nous gagnerions en confiance, en estime, avec ces 3 potentiels qui sont innés, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et on en reparlera maintes et maintes fois, parce que ces 3 potentiels que nous allons activer, avec lesquels il va falloir tous les jours les réveiller, qu'ils ne sommeillent plus, qu'ils soient nos guides, lorsqu'on est conscient que nous avons de la négativité et que l'on ne veut plus de cette négativité, nous allons prêter attention à l'éliminer. Lorsque on est conscient que vivre dans une boîte, avec le temps qui ne s'arrête pas, avec la situation qui reste figée, d'une part, c'est impossible et de 2, cela ne nous permet pas d'évoluer, d'augmenter le positif, de découvrir la puissance qui est en nous. C'est cette évolution que l'on découvre, ce potentiel, lorsqu'à nouveau on se retrouve confronté à une épreuve qui n'était pas prévue dans le calendrier de notre vie. Le troisième aspect, c'est que si nous n'arrivons pas, dans un premier temps, à avoir vis-à-vis de soi suffisamment d'amour, de compassion, d'empathie, de bienveillance, comment peut-on le donner librement? Je dis bien, parce qu'on le donne, mais il y a toujours derrière cette intention d'obtenir quelque chose et c'est ce qui gâche la plupart des relations. C'est que je te donne tout et puis j'attends que tu puisses le reconnaître et là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous allons le voir. Donc ce cœur aimant peut nous amener à vivre pleinement heureux. Alors on va démarrer cette session numéro 3 et nous allons voir de quoi allons-nous parler. Dans un premier temps, nous allons, réfléchir sur, l'amour infini. Qu'est-ce que c'est? Et pour avoir un petit aperçu, je vous donne 10 points essentiels, indispensables, pour s'épanouir pleinement dans une relation. Et vous allez voir quels sont les points qui sont faciles pour vous et d'autres qui peut-être se compliquent parce qu'on a eu un vécu, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a été dans un environnement qui ne l'a pas suffisamment développé. Nous comprendrons, bienvenue dans le monde des humains, que nous sommes tous pareils et que nous avons tous le même objectif, être heureux et amoureux. Amoureux de la vie, amoureux d'un partenaire, amoureux de toutes les personnes qui croisent notre chemin parce que ces personnes-là, elles vont nous permettre de nous épanouir. Le troisième point, nous sommes imparfaits et l'idéal n'existe pas. Et ça, c'est super important aussi de bien le garder en tête, parce que pour dans un des aspects, on a tous tendance à sentir que je ne suis pas parfait. Mais l'ego va, par contre, attacher une grande importance sur les autres, qu'il va qualifier de parfait. Parce que s'il n'est pas parfait, il ne peut pas me combler. Et donc là aussi va se compliquer les relations, parce que si je pense que tu es parfait, tu te dois de me rendre heureux. Et là ça devient dangereux. Quatrième point, quand l'ego prend le pouvoir, tout tourne autour de moi. J'interprète tout par rapport à moi. Et ce petit moi est terriblement toxique. Partie 2, conduite. Les antidotes pour éliminer les toxines. Alors nous verrons comment prendre soin de nos états mentaux. Nous verrons aussi comment diminuer les émotions toxiques.
Dans le troisième point, nous pouvons aussi les annuler complètement. Et enfin, lâche prise hein, et manifeste l'amour. Le cinquième point, c'est une des facettes hein, les plus difficiles, hein, les plus compliquées, bien souvent. Je pense que c'est une des facettes majeures hein, dans les relations amoureuses, qui est l'orgueil. L'orgueil, lorsqu'il se met entre deux personnes, est en train de gâcher la relation. Et non seulement il est en train de gâcher la relation, mais l'estime de soi est en train de s'affaiblir. Enfin, en partie 3, comme toujours, il y aura un défi, des stratégies et puis la partie 4, une auto-évaluation. Donc, nous allons nous pencher sur les 10 points indispensables hein, et vous allez voir chacun d'entre vous, selon votre expérience de vie, selon la relation dans laquelle vous êtes. Hein, et là, dans ces cas-là, prenez note hein, et voyez un peu quels sont les 10 points. Sur ces 10 points, ils sont ceux que vous développez sans difficulté et quels sont ceux qui vous posent un véritable problème. Le point numéro 1, il, elle, hein, te fait te sentir bien. Même les jours difficiles, hein, la parole est libérée. Les problèmes sont abordés avec respect. Je me sens soulagée ou il me soulage hein, quand mon état émotionnel est triste, hein, quand je suis down, quand je suis préoccupée. Il sait me reconforter. Il n'est pas en train de me dire oui, mais bon, si tu avais fait ci, mais nana, nana. Non, il comprend que je puisse traverser un moment difficile. Hein. Le point numéro 2, tu es toi-même. Hein. Dans tes meilleurs et pires moments, il, elle, n'a pas changé son opinion sur toi. Il, elle, sait te redonner le sourire. Troisième point, la générosité. Et ça, pour ma part, c'est un don de soi. Il faut un grand cœur pour en être doté. C'est une qualité indispensable, hein, car sans générosité, il n'y a pas d'amour. Chacun donne le meilleur de lui-même sans compter, de manière réciproque. Il n'y a pas de reproche hein, dans ce qu'il ou elle fait ou ne fait pas. Générosité, elle doit être partout. On me rapporte bien souvent une anecdote qui me fait bondir lorsqu'on a une première rencontre, un date avec un partenaire homme ou femme, hein, et que de suite, quand arrive l'addition, il y a la préoccupation de qui va payer la note. Hein. Quelle tristesse, hein, quelle tristesse hein, quand on décide hein, de la payer moitié-moitié. Parce que cette moitié-moitié, elle montre que je ne veux pas m'engager. Elle montre aussi que, bon, attention, j'ai pas envie de te donner pleinement de ma générosité. Et pour moi, c'est un des indicateurs où l'on doit se poser des questions. On en reparlera si vous voulez tout à l'heure. Le point numéro 4. Il, elle, te fait rire et t'encourage. Il n'y a pas de jalousie, ni de compétition, mais la confiance totale. Il, elle, ne se met pas en colère lorsque quelqu'un te regarde, lorsque tu discutes avec quelqu'un, ou essaie d'attirer ton attention, ou que ton attention est portée sur quelqu'un. Dans une soirée, lors d'une réunion, je peux parler librement avec quelqu'un sans que je sois en train de le séduire. Autre point hyper important que je relève souvent dans les consultations, c'est qu'il ne me répond pas ou elle ne me répond pas à la minute. Elle ne me répond pas ou il ne me répond pas à la minute, que ce soit sur un message hein, ou que ce soit sur une demande que j'ai pu faire à la maison ou, ou que ce soit. Il n'est pas la même, hein, le même que moi. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas, je n'ai pas le mot qui me vient, il n'est pas un mini-moi de moi et donc il peut très bien considérer que ma demande, hein, elle est moins importante, hein et souvent, on a tendance, hein, à formuler des demandes de manière très déguisée, pas directement, pas: «Tu sais, j'aimerais tellement, s'il te plaît, ça me ferait plaisir».
que ce matin, tu puisses sortir les poubelles, hein. Et quand tu les sors, parce que c'est pas ton habitude, hein, je dois te remercier parce que pour moi, c'est significatif. Peut-être pour toi, non, mais pour moi, ça l'est. Comme quand, tu nettoies le jardin, comme quand tu prêtes attention à la piscine. Il y a tellement de choses qui, pour l'un, est important et moindre pour l'autre. Le point numéro 5, aucune intrusion dans son espace intime. Pas fouiller dans son téléphone, portefeuille ou son courrier. Regarder son compte Facebook ou son Insta ne doit même pas traverser l'esprit. Si j'ai peur, si j'ai des doutes, et je vais vérifier, je suis en train d'alimenter cette peur et ces doutes. 6, il ou elle est ta priorité et elle connaît tes besoins. Présent dans les moments importants sans avoir à demander. Il t'accompagne quand tu as besoin de lui, d'elle, tout comme tu le ferais. Partage ce que tu aimes avec une prédisposition totale. Libre, tu réalises tes activités et tes loisirs. Tu as le droit de faire des activités sans lui et sans elle. On a notre espace intime à préserver. Il ou elle essaie de te satisfaire. Il connaît tes goûts. Et je donne l'exemple, alors il n'est pas si classique que ça, mais souvent, si on est ensemble parce que j'ai peur d'être tout seul ou toute seule, si on est ensemble parce que, bon, ben, avec toi, je suis, au moins dans une compagnie, peut-être pas dans la meilleure, je ça ne m'intéresse pas ce qui est important pour toi. Et donc l'exemple que je donne, si moi j'aime les roses rouges, et que tu es avec moi, tu devrais savoir que j'aime les roses rouges et tu ne vas pas m'offrir des roses jaunes parce que toi, tu les préfères. En aucun cas, il ou elle ne cherche à te changer, te transformer. Ça aussi, c'est vraiment important. Que l'on essaie de dire à notre partenaire, bon, ben moi, j'aime préférerais que tu sois, je sais pas, c'est difficile de donner un exemple, parce que ça peut être, des petits détails. Les petits détails ne sont pas importants, mais les gros détails du style, il a l'habitude de s'habiller dans une tenue plutôt sportive et moi j'aimerais qu'il soit beaucoup plus élégant et je vais essayer de l'amener à ce qu'il soit plus élégant parce que moi, dans mon schéma idéal, l'homme, il est élégant. Moi, dans mon schéma idéal, la femme, elle est beaucoup plus sexy. J'aime bien qu'elle soit avec ses talons aiguilles et sa petite mini-jupe et son tailleur. Alors que bon, cette femme avec qui je suis, cette fille avec qui je suis en train de partager un petit bout de chemin, oh, elle est toujours en basket, c'est une sportive et les talons lui font horreur. Attention, tôt ou tard, cette relation va basculer. Le point numéro 7, il, elle, encourage tes réalisations et tes rêves. Heureux de te savoir combler, elle comprend parfaitement ce qui est important pour toi dans ton travail, tes activités. Il, elle n'intervient pas, sauf si tu lui demandes son avis. Et là aussi, c'est très classique parce que n'oublions pas que l'homme et la femme, nous sommes totalement différents. La femme, lorsqu'elle a un souci, elle a tendance, ou lorsqu'elle a envie de partager ce qu'elle a vécu, elle a tendance à expliquer la situation dans les moindres détails. L'homme, il a besoin que l'on lui demande et qu'on lui donne rapidement les informations pour que lui donne son avis. Et en réalité, la plupart du temps, il y a de la frustration parce que je ne te demande pas la solution, je te demande juste de m'écouter. Et là aussi, on pourrait en rire, parce que nous le voyons bien, 2 identités vraiment différentes, l'homme et la femme, avec une génétique complètement différente. Dans la génétique de l'homme, il y a plus ce devoir de protéger notre partenaire et la femme, dans sa génétique, a aussi ce devoir de préserver le foyer. Et tout ça, on doit arriver, parce que nous avons évolué, à un en tenir compte et 2 savoir que nous ne procédons pas de la même manière aujourd'hui
en 2024, hein, et que malgré tout, il reste des résidus. Le point numéro 8, pas de jalousie, pas de possession. Le partenaire, la partenaire ne m'appartient pas. Pas de domination, pas de rivalité, pas de compétition, pas de comparaison. Point numéro 9, pas de liste. Et là aussi, qu'est-ce que c'est compliqué, la liste. Pourquoi? Parce que cette liste, elle va arriver tôt ou tard. Si on est en train d'enregistrer tout ce que tu me fais en négatif, cette liste tôt ou tard, elle va générer des complications dans la relation. Tous les jours, et je sais que c'est difficile, hein, parce que notre mental, il est là et il enregistre. Tous les jours, on réinitialise, hein. On fait un reset. Il faut en reparler plus tard, mais parce que l'objectif, ce n'est pas de qui a raison, qui a tort. Oui, dans la liste, hein, l'objectif de la liste, hein, excusez-moi parce qu'on ça a coupé, mais l'objectif de la liste, hein, c'est toujours mettre la personne sous emprise, hein, et ça, ce n'est pas bon. Le point numéro 2, bienvenue dans le monde des humains. Et donc, si vous le souhaitez, je vous invite à aller regarder dans l'introduction du livre, hein, que j'ai réalisé, qui nous parle de toutes ces hormones qui se mettent en place, hein, pour que l'amour, la relation qui est en train de débuter fonctionne. Sauf que nous avions vu dans la session numéro 2 que cette poupée russe, hein, cette enveloppe, que je vois qui me séduit, elle a aussi un corps de souffrance, hein, et nous sommes 2 corps de souffrance qui se rencontrent, hein, avec des traumas, avec une expérience de vie, avec des croyances différentes, hein, des carences et des frustrations, tout un conditionnement, et tout ceci va nous amener à avoir, pour certains, des conduites, hein, identiques, hein, et pour d'autres, hein, des réactions différentes, hein. Notre partenaire, ce n'est pas mon clone. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, et l'intrus, l'ennemi ou l'ami, s'il ne reste pas à sa place, hein, deviendra quelque chose de compliqué. Attention, lorsqu'on rentre dans une relation, nous avons tendance à être aveuglés, et quand on est aveuglé, on idéalise, et quand on idéalise, on va droit à la catastrophe. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, nous sommes enchantés, nous sommes dans l'illusion de cet amour naissant, et nous allons déployer l'ego à ce niveau-là, va essayer de s'ajuster, d'activer ce potentiel d'amour qui est en nous, tout en y mettant quelques petites teintes, puisqu'il y a exagération, puisqu'on trouve ce partenaire, cette partenaire magnifique, beau, on va essayer de donner la meilleure version de nous. Donc nous savons exactement ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Nous allons fantasmer cette relation. Nous avons rapidement essayé de projeter ensemble, hein, un idéal de vie. Nous allons aussi façonner cette personne selon nos carences, hein, et nous commettrons des maladresses, hein, et nous allons effectuer des efforts, et ces efforts, attention à ne pas les garder en tête, hein, parce que une relation, ce n'est pas une monnaie d'échange, hein. Pendant les premiers temps, les premières semaines et les premiers mois, la peur est quand même assez suffisamment présente, hein. Nous allons déployer toute une gamme de molécules, hein, la sérotonine, l'adrénaline, hein. On a des jours, des fois, sans dormir, on dort très peu, on est tellement enthousiaste, hein, heureux, que quelques heures de sommeil nous suffisent, hein. Mais nous avons aussi cette molécule, hein, qui est le cortisol, qui va être là en train de nous titiller et d'avoir peur. La relation évolue, et si elle évolue positivement, nous allons rentrer pendant une certaine période dans une phase de tranquillité, de sérénité, de confiance, où on va
petit à petit, essayer de présenter ce que nous sommes réellement, avec nos faiblesses, hein, avec nos qualités, mais aussi des points qu'on avait essayé de masquer. Ou bien que le partenaire ne pouvait pas voir tellement il nous avait ou nous l'avions idéalisé. Et tôt ou tard, il y a le choc de cette réalité. Le choc de cette réalité va à nouveau dresser cette liste de reproches. Et si j'ai peur, soit je l'exprime, soit je garde en moi. Soit je résiste, soit je commence à réveiller des croyances faussées, et je dis bien faussées parce qu'elles sont toujours en rapport, en lien à mon histoire, hein, que je crois que, par exemple, un homme, il est chargé d'être, un partenaire qui de suite, hein, va me soutenir devant une situation que j'estime être, d'une manière alors que lui la voit d'une autre, hein. Et là, je suis déçue. Et là, je suis déçue parce que j'aurais tellement voulu qu'il s'aligne avec moi et il ne peut pas le faire. Et là, je pense que c'est mon ennemi, alors que tout simplement, il est différent. L Dans cette configuration de choc, l'égocentrisme qui tourne autour de moi, mon moi, est complètement en première ligne, hein, et c'est dangereux parce que si je ne vois que ma perception et que je ne vois plus l'histoire, hein, qui s'est déroulée pour en arriver à la situation, je vais commencer à déployer la lutte, hein, la guerre, hein, me mettre sur un registre de défense, hein, et je vais m'éloigner et il va y avoir un malaise, hein, et je vais être, peut-être même dans le non-respect parce que tu n'appliques pas ce que je souhaiterais de toi, ce que j'attends de toi, et il va y avoir de la résistance parce que la peur est là, et donc des enchantements, des illusions. Mon estime commence à être affaiblie et mes peurs vont augmenter. Il va y avoir dans ces moments-là des réactions négatives, un traducteur déformé. Je vais faire des suppositions, toujours en négatif, ne l'oublions pas, sous le règne de notre ego. Je vais déployer une gamme d'émotions toxiques qui vont m'amener à de la souffrance. Tout ça va maintenir cette liste. Tout ça va nous amener à avoir des conduites maladroites, hein, à des croyances auxquelles on veut se cramponner, erronées. Il va y avoir éloignement, il va y avoir toute une gamme de comportements pour essayer de maintenir cet état qui a malheureusement, et je mais malheureusement, je le dis avec humour, parce que heureusement que tout évolue, parce que c'est de là, c'est de ce changement que nous allons découvrir le meilleur de nous, ce potentiel qui est à nous, ce potentiel de nous renouveler. Donc je disais, derrière cette résistance, derrière ce malaise, il y a de la souffrance, hein, et des angoisses. Et là, cette gamme de comportements, selon notre tempérament, va aller du contrôle, hein, je commence à le surveiller, à l'obsession, je ne pensais qu'à ça, à la colère, hein, comment peut-il me faire ça à moi? À la recherche d'un coupable, à ce sentiment que si tu vas un peu trop loin, je vais me venger, à la douleur de cette perte, hein, à la violence, hein, que l'on peut aussi avoir, soit physiquement parce que tu es en train, de me générer tellement d'angoisse, hein, à la violence des mots. Et n'oublions pas que les mots, ce sont de véritables revolvers. À des comportements souvent de soumission, parce que je me dis peut-être qu'en acceptant certaines choses qu'auparavant je n'acceptais pas, je vais pouvoir à nouveau regagner son cœur. Ce cœur qui a de la rancœur, ce cœur qui va s'agiter. En réalité, c'est même pas le cœur, mais le mental, avec des cris, avec des insultes, hein, quelquefois la haine, hein. Et pourtant, dans ces moments-là, ce potentiel de changement, de renouvellement, le bonheur, la joie, l'initiative, l'audace, la légèreté que nous pouvons développer à ce moment-là,
eh bien, il est là, il est présent et c'est uniquement lorsque nous décidons de le déployer, de libérer l'amour qui est en nous parce qu'on se dit: «Bon, mais là, c'est bon, il faut que je pense à moi», que ce potentiel altruiste, hein, va aussi se développer. Et ce potentiel altruiste, hein, va faire que je vais m'intéresser à des activités. Je vais à nouveau réveiller l'ouverture à l'égard de la vie. Je vais communiquer, retrouver ma confiance, hein, retrouver vis-à-vis de moi-même du soutien, de l'empathie aussi à l'égard parce qu'il y a de la douceur à l'égard de cet autre. Je vais retrouver cet encouragement, cette compréhension de la situation, bien souvent de la compassion, la générosité par rapport à ce que je suis en train de traverser et on se rend compte, hein, que les mois, les années passent, hein, et cette compréhension de ce qui a été difficile pour moi va m'amener à nouveau à ce potentiel d'amour et quelquefois l'amitié à l'égard de cette personne qui m'a transformée et elle m'a transformée en positif. Souvent on me dit: «Oh là là, moi, si je j'arrête avec cette relation, où j'ai tout donné, il n'est pas question que ça devienne un ami. Mais pourquoi? Pourquoi il serait super prince charmant ou princesse et que si je la revois dans une autre situation quelques années plus tard, j'ai garde en tête cette rancœur de la souffrance. Et pourtant, j'ai évolué. Et pourtant, ma vie a changé. Et pourtant, j'ai fait de nouvelles rencontres. Et pourtant, ça m'a demandé d'aller chercher le meilleur qui est en moi. Ah, nous sommes imparfaits, je le disais tout à l'heure, l'idéal n'existe pas, ne l'oublions pas. N'oublions pas que nous sommes tous des dépendants émotionnels. Cet état comporte toujours de la nervosité, de l'impatience, des inquiétudes, parfois de la jalousie pour certains, de la culpabilité. Je dis la jalousie parce qu'il suffit que quelqu'un réussisse mieux que moi dans une compétence et se titille de suite ce sentiment-là en moi, la jalousie, et que l'on doit l'apaiser. Parce que si lui réussit, je peux aussi réussir si je le veux. Être heureux, c'est s'en libérer. Se libérer de de ces états émotionnels négatifs. Reconnaître que nous sommes en difficulté va engager un changement véritable. Entretenir des relations saines, c'est possible. Examinons de très près notre manière d'aborder les autres. Comment je réagis? Cessons de nous malmener. «Ah, qu'est-ce que j'ai été con quand j'ai dit ça, quand j'ai fait ça». Cessons de toujours nous dévaloriser. Essayons d'apprendre à cultiver de la bonté, de la gentillesse à notre égard. Nous le serons encore plus à l'égard des autres. Concentrons-nous sur la meilleure version de nous-mêmes, peu importe les critiques. Parce que si tous les jours, dès mon réveil, je décide de donner le meilleur de moi-même, je ne peux pas attendre que les autres le reconnaissent. S'ils le reconnaissent, tant mieux. S'ils ne le reconnaissent pas, tant mieux. Ce n'est pas grave. Lâchons ce qui nous fait souffrir et découvrons ce qu'est l'amour de soi pour l'offrir sans compter. Fini l'urgence sous émotion. Réagir à tout et tout de suite. Personne ne peut combler le vide existentiel qui règne en moi. La dépendance affective génère un besoin de rester en communication presque constante avec l'autre. Et s'il ne répond pas de suite, alors j'angoisse, alors je suis triste, alors je fais des suppositions, alors si mon estime est fragile, je vais supposer toute une gamme de négativité. L'autre ne peut pas me nourrir, même s'il le voudrait véritablement. Il n'a pas les mêmes traumas ou besoins que moi. Dans une relation, souvent ça surprend parce que je le dis régulièrement, il faut qu'il y ait
cette liberté d'agir. Parce que si je ne suis pas libre d'agir, soit je donne le pouvoir aux autres de décider de ma vie, soit j'essaie d'exercer une emprise sur l'autre, hein, de le manipuler, soit je suis frustrée parce que je suis sous l'emprise, hein, soit j'essaie de culpabiliser l'autre, hein, soit je culpabilise. Tous les cas, nous sommes dans une relation qui est toxique, hein. Et souvent, ce que l'on fait, c'est de manière déguisée, pour essayer de capter l'attention, pour essayer d'avoir une meilleure estime de l'autre sur moi, pour avoir un tout petit peu d'amour. Mais si je ne l'ai pas à l'égard de moi-même, j'aurai difficilement cet amour de cette personne, parce que j'y croirai pas. Je penserai toujours que bon, peut-être qu'il y a derrière quelque chose d'intérêt. Alors qu'en réalité, si je le pense, c'est que je fonctionne ainsi. Un autre point, à tout moment, nous pouvons décider de changer, cesser de souffrir inutilement. Et ça se décide immédiatement. Je décide d'être une meilleure personne, je décide de n'être plus addict à la nourriture, je décide de ne plus fumer, ça se décide maintenant. Ce n'est pas les patchs, ce n'est pas l'aide extérieure qui va me permettre de réaliser cette motivation, cet objectif. C'est mon implication et quel que soit le temps que je mettrai, si je le décide. Et quand je le décide, c'est alors que mon énergie, ma vitalité sont de retour, l'amour aussi. Il demande beaucoup de patience, de tolérance, de la souplesse. Et je disais de la patience parce qu'on a tendance à se dire: «Bon, allez, hop», je prends l'exemple du régime, je vais décider de perdre 10 kilos. Je vais les perdre de suite. Non, 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 peut-être pas. Et peut-être qu'il me faudra beaucoup de temps. Et peut-être que j'aurai des erreurs. Peut-être que j'aurai de la fatigue, hein, peut-être que j'aurai de la lassitude, hein, comme pour le sport. Je vais reprendre le sport. Et quand on reprend une activité dans laquelle nous nous impliquons et qui nous motive, hein, on s'y donne tellement à fond que quelque part, c'est trop. Et ce trop va nous amener rapidement à: «Mince, je n'y arrive pas. Mince, j'ai des douleurs. Mince, j'ai faim. Mince, je suis frustrée». Ce n'est pas grave, parce qu'en réalité, cela me permet de me réajuster. Mais je n'abandonne pas. Donc, quand on se rend compte que la décision, elle ne peut venir que de nous et que toutes les personnes autour de nous vont peut-être nous aider à réaliser cet objectif. Mais ce que l'on doit savoir, c'est que si j'ai décidé de guérir, je vais guérir. Ça, il n'y a aucun doute, hein. Quel que soit le domaine. Si je veux me réaliser dans un domaine particulier et que j'y mets toute mon implication, sachant qu'il va y avoir des difficultés, je vais réussir. Nous savons de manière intuitive que le bonheur et l'amour existent, hein, car sinon nous ne le rechercherions pas. Sauf que de manière puérile, hein, la quête de cet amour se fait dans une mauvaise direction, les autres. Et pourquoi? Parce que nous avons été formatés pour faire plaisir à papa, à maman et à nos éducateurs. Nous ramenions de bonnes notes et en plus, nous avions à l'époque, plus maintenant, une appréciation. Ça, c'était terrible. Parce que si l'appréciation de mon camarade était meilleure que la mienne, de suite, je me sentais diminuée. Autre point, cette éducation à l'effort reste aussi bien ancrée et cette croyance se poursuit dans les relations. Je fais des efforts, merci. Il doit y avoir dans notre relation des compromis et je compte bien que les autres le fassent pour moi. Car sinon, je ne me sens pas aimée. Un amour sous condition, contraint et mis à rude épreuve. Il ne peut pas évoluer positivement. Attachés aux autres, nous agressons et leur montrons notre pire version, car pour faire plaisir, il faut céder et faire exactement ce que le partenaire et ses émotions labiles souhaitent. L'amour est à nouveau mis à rude épreuve. Procurer ou retirer du plaisir, satisfaire son partenaire, ce n'est pas de l'amour. Point numéro 4, quelles sont les stratégies de l'ego?
Oh, pardon, nous allons revenir d'abord sur qu'est-ce que peut nous apporter une relation, quelle qu'elle soit. Une relation amoureuse, hein, puisque nous sommes dans le registre de l'amour, mais l'amour pour moi à part, l'amour il est partout. Il n'est pas que dans la relation, il est aussi dans notre manière d'entretenir une relation au travail, avec nos patients, avec notre voisin, avec qui que ce soit. Et la relation, c'est une excellente thérapie parce que l'autre, hein, c'est notre miroir. Parce que nous avons été blessés, nous blesserons. Quand bien même l'intention n'est pas de blesser. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous décevrons. Et c'est à ce moment-là que l'amour peut se manifester. Parce que nous avons toujours le choix d'être réactif et s'aligner au même comportement de cet autre, hein, qui me menace, hein, dans l'image que j'ai de moi, ou bien de déployer l'amour. C'est tellement plus facile d'attaquer que de décider de rester en paix, de calmer mon état. L'amour est la solution à toutes les difficultés des hommes entre eux. En agissant avec amour, les logiciels gravés dans notre mémoire s'effacent et nous guérissons. Miraculeusement, agir librement et sans condition est la meilleure des garanties. Et combien c'est difficile quand on est en couple. Combien c'est difficile d'agir librement. Combien nous sommes, pour beaucoup, obligés, parce qu'on a des croyances, hein, de contourner certaines choses parce qu'on pense qu'il va mal le prendre. Et c'est un tort de déguiser, de déformer, de mentir sur certaines situations, parce que tout ça va amener tôt ou tard à la difficulté. Une relation, c'est un partenariat, un partage, une collaboration dans lequel chacun de nous évolue librement, s'accomplit, réalise ses rêves, se soutient, encourage, prête attention et n'attend rien, n'attend rien. Il n'a aucune exigence, ce partenaire. Le seul plaisir est de participer à la réalisation de la personne ou du projet. Nous le voyons souvent avec nos enfants. Nous le voyons souvent avec un ami. Nous sommes beaucoup plus indulgents à l'égard d'un ami, à l'égard d'un enfant, de notre enfant ou d'un neveu ou d'une nièce, hein, qu'à l'égard de notre partenaire. Nous avons tellement d'attentes, hein. Les attentes sont celles qu'ils remplissent, hein, qu'ils nous comblent ce vide existentiel que nous sommes seuls à pouvoir combler. Aimer réellement une personne sans haine, ni jalousie, ni colère, sans vouloir se mêler de ce qu'elle fait ou pense, sans jugement ni comparaison. Quand on aime profondément, passionnément, y a-t-il compétition, rivalité, possession? L'amour se manifeste lorsque l'ego reste à sa place, tranquille. Et c'est tout un travail d'attention, un travail de prise de conscience. Sachant qu'il va s'agiter, s'inquiéter, focaliser sur certains aspects, sur certaines situations, sur certains comportements de ce qui nous déplaît, alors qu'il devrait être calmant. Alors que l'objectif, pour pouvoir y voir clair et lucidement, nous devons retrouver notre calme. Sauf que la plupart du temps, la violence s'exprime. L'ego n'a aucune compétence dans ce domaine lorsqu'il dirige, la relation devient toxique. Point numéro 4, quand l'ego prend le pouvoir. Tout tourne autour de moi et la référence, c'est moi. Et quand la référence, c'est moi, la peur est présente. Notre vision se déforme et quelquefois, elle est ultra déformée. L'être humain, sous la domination de la peur, est prêt à tout. La peur exclut l'amour. Des stratégies vont être utilisées pour goûter au sentiment de liberté, échapper aux obligations, utiliser le mensonge pour obtenir quelque chose par crainte d'être jugé ou rejeté. Et je disais tout à l'heure, si nous pouvions rire, de nos maladresses, si nous pouvions rire, de ces comportements bien souvent ridicules, qui nous amènent à malmener cette relation. Et là, nous allons voir les stratégies de l'ego qui alimentent, la peur. Le premier, c'est celui qu'on utilise quasiment nous tous.
Lorsque nous sommes ou lorsque nous avons rencontré tout au long de la journée un déplaisir. La stratégie d'aller chercher du plaisir, un bon repas, un bon verre de vin rouge, du Nutella, des achats compulsifs, c'est pour fuir la douleur et ce sentiment de vide que l'on ressent quand on a eu le sentiment qu'on a été malmené, secoué pendant la journée. On évite la souffrance en ayant recours à ce plaisir. Certains hommes vont se plonger dans leur jeu, dans leurs, messages, ou dans les réseaux sociaux et on anesthésie la peur par une recherche rapide de dopamine. Sauf que derrière cette recherche, il va y avoir addiction. Pour éviter le malaise, le stress. Le deuxième point qu'utilise l'ego, c'est l'envie d'être célèbre. Pour éviter l'anonymat, toujours ce sentiment de n'être rien. Pour apaiser la crainte de l'ego de n'être rien, nous voulons être au sommet de la gloire, admirés. Derrière, il y a toujours le revers de la peur. Ah, et si je tombais de cette gloire dans laquelle je suis en train de briller? L'ego veut posséder, l'ego ne veut pas perdre. Donc, pour ne pas avoir ce sentiment de perte, toujours pareil, la perte qui renvoie, si je n'ai rien, c'est que je suis rien. Se sentir important, rassuré, sécurisé, il accumule des biens, des objets, de l'argent pour éviter ce vide. Le syndrome de Diogène dans certains de mes patients existe et mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui garde tout, les magazines d'il y a 40 ans, les objets qui étaient très importants pour moi quand j'en avais 10, etc., etc. Chercher des éloges et pour éviter quoi? Les critiques. On cherche à ce qu'on nous admire, on cherche à ce qu'on nous valorise, on cherche la reconnaissance et on cherche les félicitations pour attirer l'attention et souvent, on en oublie l'autre. On se retrouve dans une réunion, on a tellement ce besoin d'attirer l'attention, que les personnes nous regardent avec admiration, que l'on peut, dans notre comportement et nos conduites, oublier que l'on est en couple. Donc, comme nous l'avons vu, tout plaisir non conscientisé entraînant une addiction nous laisse encore plus nécessiteux et dépendants. Si ce qui se présente à moi me rapporte quelque chose et si j'y gagne, cela me stimule, me séduit, je le veux. Et là, toute la gamme des molécules pour conserver. Je l'aime fort. J'adore cette personne. Et sachez qu'une relation sexuelle, adorer quelqu'un, échanger des émotions, vivre en compagnie, c'est ce que l'être humain appelle amour. Mais l'amour, c'est pas ça. Et lorsque ça me déplaît, il y a aversion. On l'a vu, rejet, dureté, indifférence, colère. Il va me le payer. Comment tu peux me faire ça à moi? Et de tout ça, un gros malaise que je vais essayer rapidement de dissiper. De là, la difficulté parce que nous sommes en train de nourrir la part sombre qui est en nous. Alors que l'attitude la plus saine, c'est de reconnaître que je ne vais pas bien, ne chercher aucun coupable, reconnaître que là, il y a quelque chose qui a été touché en moi et je dois en prendre soin. Calmer cette émotion. Et donc attention, je ne dis pas, il n'y a aucun mal à rechercher des honneurs, à posséder des biens, à rechercher du plaisir, à avoir du succès. Le problème est la relation que l'on entretient avec ces stratégies. Ces attentes, ces faux espoirs que nous voulons maintenir de manière obsessionnelle afin d'apaiser la peur, afin de calmer ce malaise qui est en nous. Sauf que nous l'alimentons dangereusement. Que l'on soit en train de prendre du plaisir autour d'un repas, entre amis, et que je suis consciente que ce plaisir me fait du bien, me remplit, c'est merveilleux parce que je ne suis pas en train d'activer le plaisir de l'ego, mais ce sentiment qui est en moi, ce potentiel d'amour qui est en moi, qui me donne ce plaisir, cette joie d'être en bonne compagnie. Quand tout bascule, la crise existentielle annonce un nouveau départ.
Je vous invite aussi à aller regarder sur le livre si vous l'avez et je voulais aussi vous dire que je vais essayer dans le courant de l'été de vous procurer ce livre en audio pour certains qui n'ont pas pu l'acheter. Ils l'auront rapidement, en audio. Il y a la partie 1 et la partie 2 qui a déjà été déposée. Reste la suite, hein, et je m'engage à le faire. Le sentiment de perte va générer une angoisse, hein, des pleurs et après la lutte, hein, un manque de motivation, d'entrain, d'ennui, un sentiment de solitude et de désespoir. Et là, à nouveau, l'ego. Seul, je m'ennuie, il faut qu'il reste avec moi. Seul, je ne suis rien. Seul, la vie n'a pas de sens. Mais je ne peux être seul à moins de m'isoler. Et le pire peut conduire à des pulsions de mort physiques, hein, ou psychologiques, hein, comme la maladie, comme sont toute la gamme, hein, des dépressions, des ruminations, des obsessions. C'est extrêmement dangereux. Les antidotes pour éliminer les toxines du mental. Les premiers, c'est comment prendre soin de nos états mentaux négatifs. Devant une crise émotionnelle, hein, que l'on rencontre tous et que nous rencontrerons tous tout au long de notre vie, nous ressentons ce besoin impérieux d'exprimer cette émotion. Le feu qui est en nous, quand nous sommes en colère, hein, l'impatience, hein, attention, elle peut détruire la forêt. Souvent, des mots peuvent anéantir tout ce que nous avons construit pendant des années. L'urgence est de calmer l'émotion. Et ça, nous le voyons aussi dans les réunions de famille, hein. Il suffit qu'on ne soit pas d'accord sur la politique, sur notre manière de concevoir la société, sur l'éducation, sur un sujet délicat qui cache, hein, là pour le coup c'est la forêt, mais dans le sens où il y a toute une liste, hein, de reproches, hein, et sur un sujet, tout va exploser et on va être prêt à ne plus se parler pendant des années. Nous l'avons tous constaté, tous. Reconnais que tu es sous l'influence d'un état émotionnel qui te fait souffrir. Ce n'est ni la personne, hein, ni l'obstacle, hein, mais tes pensées, ton histoire, ton expérience qui ont été réactivées. Ne t'identifie pas à l'émotion. Quand la colère se manifeste, cette émotion n'est pas la personne, hein. Et il faut de suite le reconnaître et l'apaiser. Il m'a mal parlé, je prends du recul, car ce n'est pas lui. C'est sa colère, hein, c'est sa déception qui le font agir ainsi. Ce n'est pas lui qui est maladroit, ce sont ses peurs. La personne n'est qu'un déclencheur et non le référent. Ce n'est pas le responsable de l'émotion qui se réveille en moi et qui est souvent là depuis longtemps. Trouve l'antidote à l'émotion qui t'affecte et cultive-la. Réveille la compassion. Retrouve vite les qualités de cette personne. Active l'amour. Et si il ou elle touche de trop à tout ce qui t'affecte, dans ces cas-là, il faudra poser des limites. Parce que nous sommes dans l'allergie. Nous sommes dans le virus qui ne peut pas être soigné si je m'y expose régulièrement. Il faut que je puisse développer les anticorps. Diminue tes émotions toxiques. Sois attentif à ne pas te laisser piéger, manipuler par l'émotion. Tu auras tout le temps de réagir convenablement. Renforce ton état pour agir librement et de manière avantageuse pour toi et les autres. Cesse les ruminations. Ne cultive pas de pensées négatives en revoyant la scène. Dès que tu t'en rends compte, stop, stop. Je respire, 3 bonnes respirations et je me concentre sur ce que je suis en train de faire là, maintenant, le présent. Pas de suppositions, elles sont toutes déformées, faussées par mon vécu. Réfléchis sur les bénéfices et avantages que tu obtiens lorsque tu ne réagis pas. Découvre le plaisir de te sentir serein dans le silence. C'est ta force, hein. C'est ta force. Annule, hein, supprime complètement les états mentaux. Les alimenter te font souffrir inutilement et n'apportent qu'une solution. L'incident t'offre une opportunité.
changer de point de vue, t'offrir, t'ouvrir au potentiel d'amour qui est en toi. Et à partir de là, tout peut se rétablir et notre relation peut être encore plus solide, beaucoup plus forte. Et donc, nous devons lâcher prise pour manifester l'amour qui est en nous, pour réveiller l'amour à l'égard de cette personne avec qui nous avons envie de partager un bout de chemin. Nous devons lâcher prise. Lâcher, ça signifie de laisser la personne respirer. Participe juste à son bonheur. La joie naturellement se déploie et l'énergie se réveille. Si je suis soucieuse de ma personne, si je suis soucieuse de mes peurs, si je pense à mon avenir et je me dis ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Toute ma conduite, tout mon comportement va polluer cette relation parce qu'il ne va pas percevoir sa difficulté à être dans la relation que j'entretiens avec lui, mais cet étouffement et je vais encore plus lui donner l'envie de s'éloigner. Lorsque l'amour se manifeste, l'anxiété diminue. Profite de chaque instant dans ton travail, profite de tes réussites, profite des projets. Dis-toi que tout temps a évolué et que ce renouvellement, c'est ton potentiel. B. Toute obsession, préoccupation excessive entretient la peur. Prends soin de tes émotions sans céder à la manipulation mentale. Calme avant tout l'angoisse, l'agitation et toutes les pensées ou croyances qui t'affligent. Cultive l'attention pleine, élève ton niveau de conscience. Réveille-toi. Nous nous réveillons toujours lorsqu'on est confronté à des chocs. Hop, voilà, tout d'un coup, on est là, on est présent. Mais sinon, on retombe dans la torpeur du quotidien que notre mental veut impérativement figer. Alors que cette lassitude, nos programmes, je me lève le matin, je ne sais même plus qu'est-ce que je prends au petit déjeuner parce que c'est le même. Non, ne soyons pas fidèles à nos habitudes. Prends soin de toi. L'attention est un état d'éveil, de vigilance, de conscience. Chaque fois que mon attitude n'est pas celle qui correspond à la meilleure version de moi-même, je corrige, je m'améliore tous les jours. Et je suis conscient et consciente que je ne suis pas parfait. Prête attention à ce qui se passe en toi, à tes réactions explosives. Ne fonctionne pas comme les pompiers en état d'alerte. Prends soin de tes émotions, des sentiments dans ton corps qui s'activent. Attention à ne pas tomber dans la fusion cognitive qui t'enferme dans un monde parallèle. Tu peux te laisser envahir par un débat de 40 mini-mois qui réagissent, un monologue sans fin. Et sans t'en apercevoir, tu te retrouves séquestré par le mental qui rumine. Tu revois la scène, tu paniques, tu es en colère, tu veux dominer cette situation, le désespoir t'accapare, hein, et on accuse les autres de te mettre dans cet état. C'est faux. Cette émotion, elle est en moi et grâce à lui, grâce à cette situation, grâce à elle, je vais pouvoir déployer le meilleur. Ces comportements sont extrêmement dangereux. Comment tolérer les critiques des autres et des tiennes? Et les tiennes. Toute critique est un cadeau qui nous donne l'occasion de réévaluer la situation. Critique constructive pour nous améliorer. Ne les considérons plus comme une attaque ni comme une menace. Décidons librement de l'accueil que nous lui réservons. Que dois-je comprendre de tout ça? L'urgence n'est jamais de réagir, se défendre, mais d'éteindre le feu qui est en nous. Et n'oublie pas que si on te critique, c'est que ce que tu fais est nouveau ou important. Enfin, comment exprimer nos besoins, les communiquer? Est-ce qu'on doit le faire par des reproches, des bauderies, des cris? Pourquoi nous est-il si difficile de dire les choses de manière sereine? Parce que notre estime a été malmenée. Nous allons aborder un point, une facette qui est malheureusement l'une des grands points qui nous empêchent de nourrir une relation saine dans une relation, l'orgueil.
L'orgueil est le résultat d'une blessure, d'une blessure et ne nous permet pas de prendre notre responsabilité face à la situation. Difficile d'opérer un changement quand nous tenons pour responsables les autres de notre état, leur donnons plein pouvoir. Une relation ne peut évoluer, la dureté montre une fragilité. Nous le voyons chez notre partenaire, nous le voyons en nous, nous le voyons souvent avec nos enfants. S'ils sont dans l'orgueil, dans cette fierté de ça ne m'a pas touché, c'est qu'il est excessivement touché, c'est qu'il souffre et on doit devoir prêter attention. Quand il y a orgueil, la communication est bloquée. Sous l'emprise de l'orgueil, notre comportement devient rigide, distant, glacial, excessif et impartial. Lorsque la situation ne nous convient pas, nous la rejetons, l'éliminons parce qu'elle nous menace. Ce comportement, cette réaction fait de nous non seulement une victime, mais nous prive de tout pouvoir, le pouvoir d'agir, de provoquer des changements dans notre vie et en nous. Il ne nous permet pas d'être réceptifs. C'est peut-être la principale blessure qui gâche toutes les relations. Plus rien ne peut nous pénétrer. Nous n'écoutons plus et cette non-réceptivité est dangereuse et tellement nocive car nous ruminons et préparons une bombe à retardement. Nous ne devons pas oublier que nous sommes encore avec une société où l'idéologie de la suprématie masculine est fortement marquée par une éducation où l'homme ne doit pas montrer aucun sentiment car ça serait un signe de faiblesse. Et c'est quelque chose que je rencontre aussi en consultation, des compagnes, des épouses qui me disent: «Il est négligé, il va pas chez le dentiste, il demande pas de l'aide, il ne va pas chez le médecin». Mais s'il a été éduqué pour ne pas pleurer, parce que c'est un signe de faiblesse, pour ne pas se plaindre, pourquoi je ne pourrais pas faire cette action qui, pour l'instant, lui est difficile, pour lui? Et petit à petit, avec moi, dans ma relation avec lui, son estime va retrouver de la force. Pourquoi ce mental, cet ego dit: «Il devrait le faire», mais s'il ne le peut pas, pourquoi l'obliger? Pourquoi le forcer? La question, parce que derrière tout ça, il y a un idéal qui me qui me gâche la relation. L'orgueil est un mécanisme de compensation qui légitime l'ego. C'est la face cachée de cette stratégie. Le revers de la médaille est une faible estime de soi. Parce qu'une bonne estime de soi, c'est: «Je connais quelles sont mes compétences». D'ailleurs, dans la première session de coaching, je vous ai demandé: «Allez rechercher les 24 forces de caractère. Essayez de définir quelles sont vos qualités». Elles sont indispensables, pas pour nourrir l'orgueil, pas pour se sentir supérieur, mais pour savoir que j'ai des qualités et que j'ai des qualités et j'ai aussi quelques faiblesses. Je ne connais pas l'allemand, je ne connais pas, le chinois, je ne suis pas forte en mathématiques, ou en mécanique, mais ça ne m'empêche pas d'être quelqu'un de compétent dans d'autres domaines. Et si j'ai des compétences faibles par rapport à une personne, je le dis parce que c'est ainsi que je vais pouvoir développer cette compétence. Donc, nous arrivons à la partie défis et stratégies. Corrige dès que possible tes erreurs, maladresses, excuse-toi. Même si dans un premier temps, on ne peut verbaliser parce que l'orgueil est là. L'ego va résister. Alors écris. Écris tout ce que tu aimerais lui dire. Si tu es d'abord en colère, la colère. Pour en arriver à parler en paix. Pour pouvoir en parler avec amour. Pour pouvoir en parler avec compassion. Parce que la personne ne m'a pas attaqué. Ce sont toute sa gamme d'émotions toxiques qui s'est réactivée et qu'il a eu ce style de conduite. Ne l'oublions pas. Dis-le
Excuse-toi en silence, dans ta tête, maintes et maintes fois. Visualise-toi s'il le faut en train de le lui dire, hein, mais débarrasse-toi de cette émotion, attitude toxique qui va te générer la maladie physique, hein, des douleurs et souvent des maladies lourdes. Confronté à une avalanche de pensées négatives, comment on a pu me faire ça à moi? La méthode la plus rapide et énergique, hein, consiste à changer de système d'exploitation de ton mental. Du conceptuel, tu passes au sensoriel. Nous avons tous cette tendance à vouloir nous analyser, à vouloir tout analyser, alors que l'urgence, c'est de retrouver notre calme et notre lucidité. Respire profondément dès que tu sens qu'il y a une tension en toi. La respiration abdominale est un moyen efficace pour nous détendre et soulager le stress. C'est une technique élémentaire de relaxation. Assis ou allongé confortablement, pose une main sur ton ventre, juste en dessous de tes côtes et l'autre sur ta poitrine. Je t'invite aussi à lire la page 229 du livre qui utilise la visualisation pour libérer l'état émotionnel, ainsi que la deuxième partie du livre où tu trouveras des outils pour canaliser l'émotion toxique qui nous envahit. Mais la respiration, nous devrions nous familiariser avec la respiration. Et souvent, si je vous demande de respirer, pour la plupart d'entre nous, nous avons tendance à respirer au niveau pectoral et non abdominal, au niveau du ventre. Et alors que lorsqu'on regarde un bébé en train de respirer, toute, tout son corps est nourri d'une belle énergie. Il respire à travers le plexus solaire qui se trouve au niveau du ventre. Refuse d'alimenter colère ou peur. Note ce qui contrarie et prends du recul. Meilleure solution. Ne ramène pas qu'à toi. Vois le contexte. Chaque personne est un monde à elle seule. Et n'oublie pas que 90% de notre temps, nous sommes en pilote automatique. Réveillons-nous. L'incident nous réveille toujours. Et quelquefois brutalement. Exerce une activité nouvelle, renouvelle tes compétences. En amitié avec toi-même, qu'est-ce qui peut véritablement nous arrêter? Aime sans limite. L'auto-évaluation de la semaine et des semaines à venir. 1. Découvre comment se manifeste ton anxiété, tes peurs, ta nervosité dans ton quotidien. Quel rôle joues-tu? Celui de victime parfois pour attirer l'attention? Te montres-tu autoritaire? Tu contrôles, exiges, imposes pour obtenir quelque chose des autres? On dira de toi, il ou elle a du caractère. Vraiment? C'est du caractère? Ou bien essaies-tu d'être très amusant ou amusante, drôle, très gentil, gentil, aimable, chaleureux, chaleureuse, que les autres t'aiment, t'adorent, te regardent, t'écoutent? Ou bien fais-tu l'inverse et montres-tu peu ou aucun intérêt, ennui, par peur du rejet? Car comme tu sens une faible estime de toi et que tu penses ne pas être intéressant, tu vas avoir cette fâcheuse tendance à donner comme sentiment que les autres vont te rejeter et donc tu te rejettes déjà toi-même. Le plaisir, je l'ai dit tout à l'heure, est une méthode de compensation pour atténuer le sentiment inconfortable de vide existentiel. Par tous les moyens, nous essayons de retrouver cet état naturel qu'est la joie, l'enthousiasme, la plénitude, l'audace, par des actions externes, mais rien n'est comparable au potentiel qui est en nous. Nous voulons nous distraire un instant pour éviter le malaise qui est en nous. Dans l'urgence, par habitude, pour apaiser rapidement un inconfort, une dépendance se crée avec une personne, un aliment, un produit toxique, une boisson, les réseaux sociaux, le sport ou autre. Sauf que si nous mesurons pas l'effet toxique, le besoin que l'on va entretenir avec cet objet, cette personne, si tu ne découvres pas que cela va générer beaucoup plus de souffrance, parce que nous allons avoir tendance à augmenter ce plaisir et donc nous allons devenir dépendants. Découvre cette semaine, les semaines suivantes, ce que tu as pour habitude de faire pour obtenir une fausse sensation de satisfaction. Comment te laisses-tu comment te laisse-t-elle après ce pic de dopamine?
Que vais-je cette semaine et les suivantes expérimenter? Où va se poser ma curiosité, mon besoin d'enrichir mes connaissances, d'évoluer? Quelle activité ou compétence vais-je mettre en place pour éveiller mon potentiel? Me sentir bien avec moi-même et ne plus être obsédé par un je veux. Et si je procédais autrement? Comment je nourris mes fins de journée? Je tue le temps? Je m'enlourdis? Je m'endors? Qu'est-ce que je fais? J'entretiens une belle communication avec mon partenaire ou je m'enferme derrière les réseaux sociaux? Décide de ne plus critiquer les autres pendant la journée. Alors ça va être un exercice compliqué et vous m'en parlerez lors de la prochaine session. Utilise un bracelet que tu mettras sur ton poignet droit. Quand tu t'aperçois que la critique est de retour, change le bracelet de poignet. Que se passe-t-il? Observe les raisons qui te poussent à critiquer, reprocher. Quel bénéfice en tires-tu? La critique en dit toujours plus sur toi. Enfin, quel aspect de ton comportement dois-tu améliorer pour te sentir beaucoup mieux? Heureux, satisfait de nourrir une relation saine et durable. Relève les réactions et conduites récurrentes que tu perçois et comment réagis-tu? Cette semaine, décide pendant 15 minutes et augmente de plus en plus le temps en décidant d'être agréable, sympathique, bienveillant avec toutes les personnes que tu vas croiser sur ton chemin. Sois conciliant, sois bienveillant et que constates-tu? Chaque soir, évalue ton potentiel, tes progrès. Quel a été mon état prédominant aujourd'hui? Comment ai-je agi? Par peur ou par avec mon cœur? Qu'ai-je modifié? Ah, pardon. Qu'ai-je modifié en moi? En quoi mon temps, mon énergie, mon attention a été investie? Qu'ai-je appris de bénéfique aujourd'hui? De quoi suis-je satisfait? Et attention, l'ego n'aime pas le changement. Et donc, ces habitudes qu'on est en train de mettre en place, hein, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir une sacrée résistance pour nous dire: «Oh là là, non, écrire, perdre ce temps, 15 minutes, j'ai tellement autre chose à faire». Non, 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 non. Essayez de mettre en place pendant 8 semaines ce type de travail, de réflexion sur soi. Vous allez voir que votre énergie va s'en trouver beaucoup plus élevée. Et en conclusion, l'amour est le remède à toutes les souffrances, hein. Il permet de guérir, d'évoluer, de surmonter toutes les épreuves, de découvrir la puissance psychologique et physique qui sommeille en nous. Le miracle, nous le découvrons quand les tempêtes émotionnelles surviennent. 90% du temps, sous la direction de l'ego, nous réagissons maladroitement. Nous nous sous-estimons. Et l'anxiété augmente, hein. Excessivement soucieux pour notre bien-être, notre tranquillité, ce que l'on dit de nous, ce que l'on nous fait ou ce que l'on ne nous fait pas, notre vie s'organise autour des caprices inconstants de l'ego. Nous recherchons ce bonheur dans une mauvaise direction à l'extérieur de nous. Nous idéalisons cet autre qui va combler ce manque et nous lui exigeons ce qui devrait être. Nous l'agressons. La relation ne peut s'épanouir. Déployons le meilleur de nous-mêmes tous les jours, à chaque instant, sans nous soucier de ce que pensent les autres. Soyons satisfaits de la personne que nous sommes devenus et persévérons. Chaque action doit être totalement dénuée de toute attente. Et je dis, et je répète, libérés de nos émotions toxiques, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Je vous remercie infiniment pour cette écoute, hein. J'espère que je vais ouvrir les micros. J'espère que cela vous a apporté un éclairage, hein, et donc je suis tout de suite à vous pour les questions.